Et la question, c'est qu'on ne sait même pas si cette guerre de 30 ans a commencé en 2003 ou en 2011. Ce n'est pas très optimiste, parce que même si on prend 2003 ou 2011, c'est une guerre de très long terme. Je suis persuadé qu'on arrivera à les battre, pas simplement sur le plan militaire, il faut jouer également sur les leviers politiques, économiques. C'est là où c'est d'une extrême complexité, puisqu'on retrouve notamment l'affrontement sunnite-chiite, des problématiques de gouvernance, des problèmes de frontières. Ma question pour l'instant est stratégique. Alors, sur le plan est-ce que la guerre contre Daesh peut être gagnée? Alors, à très court terme, non, contrairement à ce que Obama semblait indiquer en disant ça avance, on va gagner, etc. Non, parce que Daesh montre une capacité de résistance, une plasticité par rapport aux frappes aériennes et une capacité d'adaptation à ce qui s'est passé en Syrie et en Irak, qui lui a permis, comment dirais-je, de rebondir après certains échecs sur le terrain. Kobané et Tikrit en Irak. Ça me permet de préciser que nos envoyés spéciaux reviennent de Kobané, qu'ils feront l'objet de 2 reportages dans l'émission. Mais ce soir, on évalue que Daesh maîtrise la moitié du territoire syrien. C'est énorme. Oui, et puis c'est grand la Syrie. Et en Irak aussi, c'est un tiers, je parle sous votre contrôle du territoire irakien, donc c'est considérable. Il y a un bon gros tiers de l'Irak qui est tenu par l'État islamique aujourd'hui. Voilà. 40%, dit Myriam Benrad. Encore plus important. Donc c'est vrai que Daesh a marqué des points considérables. Vous vous rendez compte, si c'était des guerres, excusez-moi d'insister, ce serait des guerres entre guillemets traditionnelles, on serait mais stupéfait parce que. Oui, alors que là on parle de combattants. Oui, mais Yves Calvi, ce qui est important quand même, c'est par exemple Palmyre, la région de Palmyre que je connais, où je suis allé, c'est une zone désertique. Ramadi, c'est également dans une province où il y a très peu de population. Donc c'est vrai que sur le papier, ça fait des surfaces de territoire qui sont... Dans la ligne de mire, d'un côté Damas et de l'autre côté... Non, mais alors c'est stratégique. Ce que Daesh a marqué comme point là, c'est important, parce qu'avec Palmyre, sur la route de Damas, et Ramadi, donc, qui est une place forte également importante en Irak, donc ça veut dire quoi ce qui se passe? Ça veut dire qu'il y a effectivement aux côtés d'al-Baghdadi une structure politico-militaire qui est très solide. On sait qu'ils ont recyclé une partie des stratèges de Saddam Hussein, ceux que l'armée américaine avait virés à partir de 2003, qui se sont aguerris dans le combat asymétrique contre les Américains en Irak. Et ces personnages, même si certains ont été tués au combat, articulent des opérations militaires qui sont savantes, qui sont intelligentes, et en jouant d'un côté sur l'affaiblissement de l'armée syrienne que l'on constate depuis plusieurs mois et qui recule non seulement face à Daesh, mais face à des alliances de circonstances entre Jabhat al-Nusra, donc disons les al-qaïdistes pour faire simple, associés à des combattants laïcs, et par ailleurs en Irak, il joue également des tensions entre sunnites et chiites. J'insiste avec le spécialiste des questions militaires. Vous venez de nous dire on gagnera cette guerre sur la durée, peut-être sur 20 ou 30 ans. Est-il possible qu'eux prennent entre-temps Damas et Bagdad? Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable sur le plan stratégique et militaire? J'en ai peur. Donc ça veut dire qu'il y a urgence, notamment du côté de la Syrie, et que la question d'un nouveau deal politique, non pas avec Bachar el-Assad, mais avec les Alaouites, se pose pour savoir si on essaie de reconstituer une alliance politique pour bloquer Daesh, avant que Daesh continue à partir de Palmyre sur Homs ou sur Damas, qui est plus loin, sachant que le pouvoir alaouite tient absolument à préserver ce cordon ombilical sécuritaire qui part de Damas et qui va vers l'attaquer. Vous venez de nous dire que c'est possible. C'est pas impossible. C'est pas impossible. C'est peut-être plus possible à Damas qu'à Bagdad. Enfin, c'est mon sentiment en termes de géostratégie, de géopolitique et de rapport de force sur le terrain. Myriam Benrad. Oui, alors là, ce que je voudrais dire ce soir, c'est qu'il n'y a pas de surprise. Parce que c'est vrai que dans la foulée de Kobané, de Tikrit, il y a eu beaucoup d'effets d'annonce qui tendaient à dire qu'on avait gagné ou qu'on commençait à gagner la guerre contre l'État islamique. Mais d'une part, comme vous le disiez très justement, on voit à travers cette déconvenue, voire ce camouflet massif à Ramadi et à Palmyre, qu'on a une organisation en effet qui est très bien organisée, mais qui l'est en fait depuis sa proclamation en 2006, parce que c'est pas 2011 le début de toute cette histoire, c'est 2006. Dès 2006, il y a eu un certain nombre de structures qui ont été mises en place. La succession des dirigeants de l'État islamique est déjà en place aussi. Donc il y a eu des revers militaires, des pertes humaines, mais ce que j'aimerais dire, c'est que tout a été prévu dans le sens d'une régénération
du groupe. C'est la question que j'allais vous poser. D'où vient ce sentiment qu'on a que là, ils sont portés par la victoire? C'est-à-dire qu'ils ont je suis désolé de le dire ainsi, qu'ils ont l'énergie de la victoire. Alors, il y a deux choses. Il y a On les dit que le déclarations... rapport, Ramadi, on dit que le rapport était de 1 contre 7. Oui, mais évidemment, alors il y a plusieurs choses. Il y a, d'une part, les déclarations qui ont été faites du côté occidental, qui ont, à mon avis, galvanisé la victoire un peu prématurément. Dans la foulée de Kobané et de Tikrit, on a cru avoir des relais sur le terrain finalement qui pourraient faire la différence au plan militaire. On voit d'une part que l'État islamique est résilient, mais ça le Pentagone l'avait tout de même admis dans différentes déclarations. Donc, il y a les déclarations de la Maison-Blanche et puis aussi ce que dit le Pentagone, oui, qui est un peu plus pragmatique et réaliste tout de même quant au rapport de force sur le terrain. Et là, ce qu'on vient de voir très clairement, c'est Ramadi et Palmyre, ça sanctionne la fin des deux États irakiens et syriens. Parce qu'il ne faut pas confondre, on ne parle pas d'interlocuteurs étatiques, on a des régimes aujourd'hui à Damas et à Bagdad qui sont en réalité enclavés, qui sont de plus en plus sanctuarisés, oui, face à des territoires qui leur échappent totalement et qui sont aux mains des acteurs informels. Vous nous dites que ces deux pays n'existent plus, vous nous dites que ces deux pays qu'on a appris sur les cartes quand on était enfant n'existent plus. Non, ce n'est pas une question que les pays n'existent plus, c'est qu'on a d'une part les djihadistes et d'autre part les miliciens. On a Daesh et aujourd'hui des milices chiites qui ont été rappelées en renfort dans l'immédiate chute de Ramadi par Abadi. Donc c'est un constat d'échec de l'État irakien, de l'armée irakienne, et c'est pire que cela. C'est le constat de la milicisation des institutions irakiennes qui n'en sont pas en fait, qui sont complètement aux mains des milices chiites. De la même manière qu'Assad se repose en réalité sur des miliciens beaucoup plus que sur des soldats. L'armée syrienne, l'affaiblissement, je pense que c'est un moindre mot. En fait, c'est une déroute de l'armée syrienne et plus ou moins une déroute de ce régime. Je terminerai juste sur une chose qu'on proposait encore comme un interlocuteur valable il y a quelques semaines, alors que fondamentalement, le régime syrien a perdu la Syrie et commence d'ailleurs à perdre la Syrie dans cette Syrie utile où on a de plus en plus de gens qui ont plus ou moins soutenu le régime et qui commencent à prendre conscience qu'Assad n'est pas non plus le futur finalement qui s'annonce pour ce pays. Donc c'est juste pour bien dire qu'on a un problème aussi d'interlocuteurs en Occident, mais pas seulement du côté syrien, aussi du côté irakien, quand le Premier ministre irakien Haïdar al-Abadi appelle les milices chiites en renfort face à la déroute de l'armée. On va découvrir, avant de donner la parole à nos autres invités, le premier reportage de cette émission. Palmyre est donc la dernière prise de guerre de l'État islamique. La ville accueille un joyau de l'Antiquité, parfois appelé la perle du désert, avec de magnifiques, notamment colonnes antiques, mais aussi beaucoup d'autres choses. Une victoire qui est d'abord stratégique, car Palmyre ouvre la route de Damas. Après Ramadi en Irak, l'État islamique vient donc de remporter 2 victoires impressionnantes, avec une facilité parfois déconcertante, selon les calculs de certains spécialistes à Ramadi. J'y faisais allusion il y a quelques instants, ils se sont imposés à 1 contre 7. Margot Chouraki et Stéphane Lopez. Palmyre, la dernière prise de guerre de l'État islamique. Hier matin, l'armée syrienne tentait encore de résister avant de lever le camp face à la puissance de feu de Daesh. Né il y a plus de 2000 ans, avant de décliner à partir du IIIe siècle de notre ère, Palmyre, surnommée la perle du désert, fut l'une des étapes de la route de la soie, un carrefour à la croisée des civilisations. Et l'État islamique pourrait bien s'attaquer à ce joyau de l'Antiquité, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les dernières nouvelles sont alarmantes. Depuis hier, j'appelle tous les belligérants à protéger Palmyre et à laisser le site à l'écart de leurs opérations militaires. Depuis le début du conflit syrien, la cité est en danger. Elle a déjà été le théâtre de violents affrontements entre les rebelles et l'armée syrienne, comme l'attestent ces images tournées en mars dernier. Vous voyez ici, il y a eu des dégâts. Certaines colonnes ont été abîmées à cause de tirs de roquettes. Là, un obus a frappé cette colonne. Du coup, elle s'est brisée en plusieurs morceaux qui sont retombés sur le sol. Ce n'est pas la première fois que Daesh s'attaque à des antiquités pré-islamiques. La cité de Nimrod a ainsi été réduite en poussière. Le musée de Mossoul, lui, a été saccagé. Et à chaque fois, une vidéo de propagande pour en attester.
Le patrimoine est un enjeu sécuritaire, humanitaire, on l'a vu. Ce n'est plus seulement un dommage collatéral d'une guerre, il est central dans la guerre. Donc voilà, nous craignons vraiment que la centralité du patrimoine se poursuive dans cette guerre psychologique, médiatique et d'anéantissement de la diversité culturelle. De conquête en conquête, l'État islamique s'étend sur ses deux fronts, en Syrie et en Irak. Palmyre n'est plus qu'à 240 km de Damas. Et avec la chute de Ramadi le 17 mai dernier, Daesh n'est qu'à une centaine de kilomètres de Bagdad. Ramadi, capitale de la plus grande province d'Irak, a été conquise par Daesh en un mois. Bilan, 800 morts et 40 000 réfugiés. C'est le chaos, la violence et la terreur dans les rues de Ramadi. Les obus tombent au hasard sur nos maisons. Depuis, les combattants de Daesh ont pris possession de Ramadi, comme de cet hôpital. La chute de la ville symbolise la débâcle de l'armée irakienne, avec ses blindés qui fuient par dizaines l'avancée adverse, et ses soldats exfiltrés par hélicoptère. Même constat d'impuissance pour les États-Unis, qui bombardaient encore hier les positions de Daesh à Ramadi. Nous soutenons le gouvernement irakien en menant des frappes aériennes et en conseillant les forces de sécurité irakiennes. Nos avions sont à la recherche de cibles du groupe État islamique et ils continueront ainsi jusqu'à ce que Ramadi soit repris. Seule victoire récente au profit de la coalition, la mort de plusieurs chefs de l'État islamique, tués par les forces spéciales américaines intervenues sur le sol syrien, dont Abou Saïef, un haut responsable de l'organisation. D'où vient cette puissance de feu qui était évoquée au début de ce reportage, Pascal Boniface? Sur des armes qui ont été prises à l'ennemi, la plupart d'entre elles, sur des achats, parce qu'il y a un trésor de guerre qui est là, et puis ce n'est pas des équipements non plus extrêmement lourds ou sophistiqués. Donc il n'y a pas de chasseurs bombardiers, c'est plutôt de l'artillerie, des tanks, etc. Donc il ne suffit de pas grand-chose. Est-ce qu'ils peuvent aller jusqu'à Bagdad? Ça me paraît plus difficile vu la population, ils ne pourront pas contrôler. Mais vous voyez comme la situation est volatile. Il y a une semaine, on parlait de la défaite de l'État islamique. Aujourd'hui, on parle d'un succès et de dire qu'ils sont aux portes des deux capitales de l'État. Et donc, on voit bien que chaque jour appelle sa vérité, même si effectivement il y a un tournant aussi psychologique, bien sûr, du fait de l'importance symbolique de cette ville de Palmyre. Mais je doute que les combattants de l'État islamique soient impressionnés par le discours de la directrice générale de l'UNESCO, que ça suffise à les calmer, malheureusement. Mais donc, on est aussi... On a même plutôt l'impression que ça les surexcite. C'est-à-dire qu'ils savent très bien que ce sont des symboles qui extrêmement cruels et qui font mal. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on voit une statue détruite, c'est pour cela qu'ils ont montré des images des décapitations. C'est pour cela donc qu'ils ont décapité des hommes, des prisonniers de guerre. Oui. Ils en ont brûlé vifs. Ils peuvent effectivement détruire des monuments, sachant que ça aura un impact. Parce que ce qu'ils cherchent, au-delà de la conquête territoriale, c'est aussi effrayer les Occidentaux, effrayer leurs ennemis et montrer qu'ils sont puissants. Et ce jeu de communication, il y a en fait deux combats. Il y a un combat sur le plan militaire et un combat de communication. Ce que vous nous dites est encore plus inquiétant parce que vous nous dites qu'ils n'ont pas un matériel et une puissance de feu aussi importante qu'on ne pourrait l'imaginer, ce qui veut dire qu'ils sont donc dans une situation de combat encore plus favorable qu'on l'imagine. Oui, mais regardez, les Afghans ont finalement défait les Occidentaux, les talibans ont défait les Occidentaux avec des équipements très rudimentaires et l'armée américaine s'est repliée en Irak alors que l'écart militaire entre l'armée américaine et les combattants irakiens était incommensurable. Donc il ne faut pas grand-chose pour faire ce type de conflit. Le problème, sont aussi les méthodes, effectivement. Le problème, c'est la jonction politique qui se passe autour de l'État islamique, avec effectivement des djihadistes, des anciens officiers de l'armée de Saddam qui ont été recyclés. Et ce qui est très important, c'est que si la guerre est menée de façon sectaire, elle va renforcer le sectarisme de l'autre côté. Et que, très bien dit Madame, dans la mesure où il n'y a plus vraiment d'armée nationale, aussi bien en Syrie qu'en Irak, et que du côté irakien, ce sont plutôt des milices chiites qui viennent combattre, parfois aidés par les Iraniens, cela va renforcer une coalition autour des djihadistes. Et en fait, il y a des gens qui, au départ, n'étaient pas djihadistes, mais qui, en fait, ont un réflexe de défense. Donc, en fait,
comment gagner cette guerre de 30 ans, etc. Elle peut ne pas durer 30 ans, mais tout dépend de la façon politique dont on la mène. Parce qu'il n'y a pas que les moyens militaires. Et certains ont dit que les bombardements aériens étaient une partie de la réponse, mais n'étaient pas l'ensemble de la réponse. On en a la preuve aujourd'hui. S'il n'y a pas une réponse politique qui est apportée là-dessus, il y a normalement la France convoque une réunion le 2 juin de l'ensemble des protagonistes, notamment sur l'Irak. C'est extrêmement important. Et donc il ne suffit pas de bombardements aériens. On l'a bien vu. On discute avec qui, vu la description que faisait il y a quelques instants Myriam Benrad et à laquelle vous donnez votre accord et dont vous partagez l'analyse, on se dit on discute avec qui? Alors là, la réunion du 2 juin, ce sont les partenaires de la coalition contre Daesh en Irak, sachant que ce n'est pas du tout la même configuration. C'est que la France participe par exemple à la coalition en Irak, elle n'y participe pas en Syrie, ce sont des configurations différentes. Mais il y a une coalition très très large, et donc ce qui est important, c'est de voir quel est l'agenda politique et la façon dont on mène. Et il faut faire pression sur l'actuel gouvernement irakien et sur le Premier ministre pour qu'il ne communautarise pas lui-même, qui ne milicise pas, comme vous l'avez justement dit, cette guerre, parce que sinon, chaque gain est une perte potentielle pour le lendemain. Excusez-moi de paraphraser Churchill, mais enfin, quand on voit ce qui se passe à Palmyre et ce qui s'est passé à Ramadi il y a quelques jours, est-ce qu'on n'a pas d'ores et déjà et la guerre et la honte? La honte, on a la guerre effectivement, la honte pas encore parce que tous les moyens n'ont pas été employés pour la combattre, mais la honte c'est plutôt la faillite effectivement de l'intervention américaine en 2003, de la débassification qui a été faite de façon, d'où d'ailleurs la leçon que l'on tire pour la Syrie. Quel est le discours des Occidentaux sur la Syrie? C'est pas Bachar, on ne discute pas avec Bachar parce que c'est non seulement un dictateur mais un bourreau, mais qu'on peut discuter avec des éléments du régime parce qu'il ne faut pas démanteler totalement le reste de l'État syrien, ce qu'il en reste en tous les cas, et qu'il faut le maintenir une structure pour que le chaos ne s'installe pas encore plus le lendemain. Je suis toujours surpris néanmoins qu'on nous dise que, bien sûr que les solutions seront politiques, mais à chaque fois qu'on évoque ce genre d'analyse, pendant ce temps-là, l'ennemi gagne du terrain. Oui, mais il vient de le dire, donc c'est bien gentil, mais il y a un moment où il gagne du terrain parce la réponse doit être disproportionnée, je ne sais pas. La guerre, c'est une politique avant tout, et que la façon dont la guerre est menée contre Daesh aujourd'hui ne se fait pas par les bons moyens. Donc vous pouvez gagner des combats et perdre la guerre. Pour l'instant, la coalition anti-Daesh a gagné des combats, mais comme elle a alimenté le feu qu'elle veut combattre, Daesh a été renforcé. Randa Kassis, on ne peut pas commencer cette émission au moment où Palmyre est prise ce soir sans évoquer ce qu'était cette ville et ce qu'elle représente. Et je dirais même, enfin, sa beauté. Les horreurs sont les horreurs, mais la dimension culturelle et donc morale, alors on peut peut-être se dire aussi civilisationnelle de ce qui se passe, soulève aussi des questions. Et donc, à vous qui êtes syrienne, je vous demande comment vous vivez ça ce soir. À vrai dire, je suis bouleversée. Je peux dire, je suis vraiment triste. D'abord parce que cette ville n'est pas que tout simplement des monuments, des pierres, mais c'est notre mémoire historique. Et pas que la mémoire historique de la Syrie. Moi, je crois que c'est la mémoire historique de l'humanité elle-même. Deuxième sentiment, c'est-à-dire je suis révoltée, mais complètement révoltée. Parce que tout cela était prévisible. Mais que fait la coalition internationale ? On l'a bien vu, elle a bien bombardé, et elle a bien fait d'ailleurs de bombarder Daesh à Kobané. Et elle bombarde toujours, et là, elle aide nos amis kurdes, ce qui est très bien. Mais qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui ? Moi, je suis vraiment abasourdie pour cela. Et j'ai demandé hier, d'ailleurs, j'ai appelé un diplomate américain pour savoir la réaction des États-Unis. Oui. Quand est-ce qu'ils vont réagir ? Ce qu'il m'a répondu, que c'était vraiment, ils sont inquiets. C'est très bien. C'est un mot qui est fabuleux, mais ça ne sert à rien du tout. Inquiet. Et pourquoi vous ne frappez pas ? Parce que tout simplement, oui, il faut comprendre qu'il y a face à Daesh, il y a le régime. Alors, c'est pour cette raison, alors ils ne bombardent pas l'État islamique. Mais à vrai dire, l'identité des sauveurs importe peu. Moi, ce qui m'importe vraiment, c'est sauver Palmyre, tout simplement. Il faut sauver Palmyre. On peut toujours sauver cette ville si la coalition internationale commence un tout petit peu à réagir et à bombarder Daesh dans cette zone. Excusez-moi de vous poser la question si brutalement, mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer que le site archéologique soit d'ores et déjà détruit au moment où nous parlons ? Peut-être, mais de toute façon, j'ai de l'espoir. J'ai de l'espoir. Je crois que... Et je l'espère d'ailleurs que cette ville sera épargnée. C'est ça ce que je peux dire sur Palmyre. Mais deuxième chose, je rejoins M. Servan.
par rapport au deal, quand on parle de la solution politique, on parle toujours de la solution politique, mais on oublie quand même. La solution politique ne passera que par l'Iran et la Russie. Ça, il faut quand même le mettre bien dans la tête. C'est que par ces deux pays qui sont les alliés de régime. Parce que sans eux, il n'y aura pas de solution politique. Et sans eux, il n'y aura pas, d'ailleurs, sans eux, il n'y aura pas de solution militaire. Ce qui est sûr, c'est nous sommes dans la 5e année et on l'a bien vu. On a parlé des rebelles modérés. Pardonnez-moi qu'au minimum, il faut se parler, qu'il faut discuter avec Vladimir Poutine, qu'il faut parler avec Bachar el-Assad et qu'il faut parler avec les Iraniens. Pas Bachar el-Assad, il faut, parce que Bachar el-Assad, c'est après, c'est eux. Qu'il faut se parler sans parler à Bachar. C'est tout simplement, il faut tout simplement avoir une stratégie. C'est-à-dire, la solution ne peut être que par étapes. La première étape, d'ailleurs, je suis en train de travailler sur la première étape. Un parti de l'opposition partira à Astana à partir de lundi, au Kazakhstan. Pour trouver un plan de travail, pour se mettre d'accord sur une feuille de route. C'est quoi cette feuille de route? C'est là où on peut parler. Cette feuille de route, ça veut dire qu'il faut avoir un gouvernement de civils, mais séparer aussi l'armée de la tutelle du gouvernement de civils. Il faut avoir un deal. Et je suis tout à fait d'accord qu'on peut aussi travailler avec les Alaouites, qui sont d'ailleurs ils sont de l'appareil, même s'ils sont à l'extérieur, mais ils peuvent quand même être intégrés dans l'appareil pour... Randa Kassis, quoi qu'il arrive, pendant qu'on discute ce qui est nécessaire, ce que personne ne conteste, j'ai bien compris ce que vous me disiez les uns les autres, pour l'instant, Daesh avance. Quand vous dites il faut agir, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui vous estimez qu'il doit y avoir des combats au sol contre les forces de Daesh et notamment des forces de la coalition? C'est-à-dire, c'est grâce aux troupes au sol à Kobané, en concordant entre les Kurdes de Kobané et la coalition internationale. C'est pour cette raison d'ailleurs que Kobané où les Kurdes ont, on va dire, ont bien gagné le combat. Certainement, ils ne peuvent pas coordonner ou travailler avec le régime de Bachar el-Assad, mais au moins, il faut arriver pour les troupes, il faut arriver à avoir ce deal politique pour, d'abord, on réanime le processus politique. Deuxième chose, pour aussi donner une légitimité à cette armée syrienne. Pour combattre Daesh, nous aurons besoin de ces troupes. Nous aurons besoin des Kurdes, mais aussi de l'armée syrienne dans l'avenir. Comment on les stoppe au moment où nous parlons? Et est-ce que vous pensez que l'on peut éviter la destruction du site archéologique qui fait le tour du monde des télévisions, des journaux et des radios aujourd'hui? Alors là, je suis incapable de dire s'ils vont... Ça se protège un site comme ça? C'est concevable de trouver une stratégie qui protège un site? C'est immense. C'est une zone, quand vous êtes sur place, d'ailleurs, vous êtes saisi par l'immensité et la beauté. J'ai eu la chance d'y être. Nous étions que 2-3 dans ce lieu. Vous êtes complètement saisi, impressionné. Donc, j'espère qu'ils auront d'autres priorités militaires, qui est de contrôler non pas le site archéologique, mais la ville, la base aérienne, enfin les zones militaires qu'ils ont conquises. Leur priorité, c'est de nous ulcérer systématiquement. Donc, je crains que. Alors, tout à fait. Malheureusement, vous avez raison. Donc, j'essaye moi aussi de me. Quand on se dit ils vont pas couper la tête, on est sûr que la tête est déjà coupée. Quand on dit ils ne vont pas détruire le site archéologique, généralement les coups de masse ou les obus sont déjà partis. D'autant plus qu'ils ont des quantités extrêmement importantes d'explosifs qui sont passés maîtres dans l'art de les utiliser. Là aussi, c'est parce qu'on c'est 2003, 2006, c'est tout l'historique du savoir-faire, de la manipulation des explosifs dans l'art de la guerre. Donc malheureusement, ils savent faire. Peut-être un élément, parce que c'est vrai que les téléspectateurs n'arrivent pas à comprendre pourquoi des troupes pas très nombreuses, armées de façon assez conventionnelle, ils n'ont pas de missiles solaires, ils n'ont pas des instruments de destruction massifs. C'est ce que disait Pascal Boniface, très justement. À la guerre, il y a un élément qui est important, qui est la volonté de vaincre et la volonté de mourir, quelles que soient les conditions. Et Daesh, aussi bien en Irak qu'en Syrie, utilise des masses assez importantes de kamikazes, mais pas n'importe comment, pas des gens qui se font sauter. Alors, ils font des attentats kamikazes dans des sites, dans des lieux chiites en Irak, mais ils utilisent l'arme kamikaze comme arme de guerre pour ouvrir un front. C'est-à-dire que, par exemple, à Palmyre, ou à Ramadi, vous allez avoir des voitures qui sont conduites par des kamikazes qui vont mourir, bourrées d'explosifs, et qui vont faire la brèche, qui vont faire la première brèche. En face, les combattants qui sont déjà pas très très motivés des deux côtés. Vous voyez, là, on comprend mieux quand on vous écoute. Voilà, quand vous avez cette volonté de mourir à tout prix
plus les images de terreur. On en a déjà parlé à plusieurs reprises ici, c'est-à-dire que Daesh, pourquoi il y a ces images de décapitation, de mort, de mise en scène? C'est d'abord pour terroriser d'abord l'autre. Et quand vous envoyez des kamikazes, l'effet de terreur est terrible. Et vous avez des phénomènes où les soldats se débandent. Souvent, les officiers partent les premiers. Et donc, à partir du moment où cette confiance est cassée, des éléments qui sont minoritaires, enfin, qui ne sont pas nécessairement les plus forts sur le plan numérique, arrive à emporter le morceau. Juste une question concernant la cité antique, classée au patrimoine de l'humanité, je le rappelle. Est-ce que les moyens contemporains et modernes d'observation permettent par exemple aux Américains de savoir réellement ce qui se passe? Ce que je veux dire, c'est si au moment où nous parlons, ils sont en train de faire sauter des chefs-d'œuvre architecturaux, on le sait, on le saura très vite. On le sait, on le saura, sauf que ça ne changera rien. L'image satellite des drones qui permettent d'avoir des résolutions plus fines, des drones d'observation. Il y a des drones armés, mais il y a des drones d'observation qui vont permettre de savoir ce qui se passe. Mais malheureusement, s'ils commencent à faire exploser la cité antique, ça ne change rien en tant que tel. Les Américains ne vont pas monter une opération pour reprendre Palmyre, car le problème, quelle est la différence entre Kobané et Palmyre? À Kobané, les Kurdes tenaient encore une partie de la ville. Oui. Il y avait certainement des forces spéciales américaines dans Kobané pour guider les frappes de l'aviation avec précision sur les forces de Daesh et également pour affiner les parachutages d'armes de munitions à ceux qui résistaient à l'intérieur. Le problème, c'est que quand une ville tombe, c'est le problème que les Américains ont eu sur Falloujah en Irak à plusieurs reprises pour reprendre Falloujah. Quand vous rentrez dans du combat urbain, c'est une difficulté extrême parce que les combattants de Daesh sont prêts à mourir, sont habitués au combat urbain et pour reprendre la ville, c'est extrêmement difficile. Alors on va partir à Kobané car on a visiblement touché les limites de l'intervention aérienne de la coalition. Va-t-il falloir se résoudre, c'est une des questions que nous nous posions en début d'émission, à des combats au sol? En tout cas, la seule victoire due au combat aérien après 9 mois fut celle, on vient de vous en parler, de Kobané. Mais à quel prix? 70% de la ville a été détruite. Ni les Kurdes, ni la coalition ne peuvent par ailleurs s'appuyer sur cette ville comme base de reconquête pour aller plus loin. Et sur place, voici le reportage de nos envoyés spéciaux, François-Xavier Rigaud et Stéphane Lopez. Ici, on est à Kobané. La ville est détruite à presque 70%. Notre plus gros problème, c'est qu'il y a encore plein de bombes dans la ville qui n'ont pas explosé. Kobané, la première grande ville syrienne reprise à Daesh depuis le début des frappes aériennes de la coalition internationale, il y a 9 mois maintenant. À Kobané, ville kurde de 100 000 habitants, collée à la frontière turque, il aura fallu 4 mois de combats acharnés pour que les milices kurdes syriennes du YPG réussissent à repousser hors de la ville les djihadistes de Daesh. Une victoire impossible sans les dizaines de frappes aériennes quotidiennes de l'armée américaine. Regardez, c'est Daesh qui écrit ça. Il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah et Mahomet est son prophète. Et ça veut dire que l'État islamique va rester ici. Mais sur ce point, ils se sont trompés. Ils n'ont pas pu rester. Une première victoire sur Daesh, mais à quel prix pour les habitants de la ville? La ville ressemble à un château en ruine. Mais nous sommes heureux parce qu'on vit sur nos terres. On a battu Daesh. On envoie un message au monde. On peut obtenir sa liberté en résistant. Kobané, ville fantôme, ville symbole de la lutte contre le groupe terroriste Daesh. Pour autant, 3 mois après la libération de la ville kurde, la coalition internationale peine à reprendre du terrain sur ce front nord du conflit. La région est toujours encerclée par les djihadistes de Daesh. Il nous sera impossible d'approcher à moins de 5 km de la ligne de front. Les combats y sont d'une rare violence. L'aviation américaine pilonne quotidiennement la zone.
Dans les derniers villages libérés, à 50 km à l'est de Kobané, les stigmates de l'occupation de Daesh sont omniprésents. Tu vois quelque chose? Il y a des bombes? Fais attention, si tu marches dessus, ça va exploser. Ça, c'est ce qui reste de Daesh. Les corps ont été dévorés par les chiens. Les terroristes ont pris nos maisons, ils ont tout détruit, tout brûlé. On a peur d'entrer parce qu'il y a des bombes à l'intérieur, ils ont piégé nos maisons. Zemani, un policier de 45 ans, est l'un des rares démineurs encore en vie dans la région. Chaque jour, équipé seulement d'une lampe frontale et de quelques outils, il inspecte les anciennes caches des djihadistes à la recherche d'explosifs. C'est bon, ici il n'y a rien. Pas de bombe, on peut aller à côté. Sans aucune protection, ni dispositif de sécurité, Zemani désamorce quotidiennement des dizaines de bombes artisanales de Daesh. Je vais la désamorcer, il y a une bombe ici et une juste derrière la porte. On manque de matériel et aussi de formation. Souvent les bombes sont visibles et simples à désamorcer, mais parfois elles sont beaucoup plus sophistiquées. Ça c'est du TNT. Il y en a suffisamment pour tout faire exploser ici. Fais attention, c'est très dangereux ça. Faut pas le laisser traîner là. Regarde dans la voiture, il y a une bombe devant et aussi derrière. On voit un fil rouge qui va dans le coffre. Et parfois, l'opération ne se passe pas exactement comme prévu. Par chance, la voiture piégée n'explosera pas. Si j'avais pas tiré sur la batterie, on serait tous morts maintenant. 9 mois après le début de l'intervention militaire de la coalition internationale, cette enclave kurde de quelques dizaines de kilomètres carrés au nord de la Syrie reste à ce jour les seules terres reprises au groupe terroriste Daesh. 9 mois de combat, cette ville est totalement en ruine. C'est-à-dire que, si vous voulez, ça donne quand même la mesure du travail qui reste à faire. Je ne sais pas ce que vous inspire comme commentaire, ce reportage quand même très impressionnant qu'on vient de voir sur une ville. C'est très impressionnant. Chaque année, Handicap International fait une pyramide de chaussures pour lutter contre les mines antipersonnelles. Ouais. Il y a une démonstration du déminage. Ceux qui déminent ont un matériel de protection qui est quand même très conséquent. Là, non seulement ce pauvre malheureux est seul pour faire cela, mais il y va sans matériel et surtout sans protection. Et quand on voit l'immensité des destructions déjà existantes, on prend la mesure de l'effort non seulement de déminage, parce qu'il peut y avoir des bombes partout. Donc, et le problème des mines, c'est qu'elles tuent une fois que les combats ont arrêté. Et qu'elles tuent des civils, des enfants qui jouent, ou des gens qui vont labourer, etc. En ce sens-là, où elles sont vraiment proscrites par le droit international, parce qu'elles touchent des civils une fois que la guerre est arrêtée. Et donc là, on voit bien l'immensité de la tâche et de la reconstruction, non seulement de la reconstruction, mais déjà du nettoyage dans un premier temps, parce qu'avant de reconstruire, il faut penser à nettoyer, et c'est franchement effrayant. Pour reconstruire, il faut gagner la guerre. Hein. Oui, alors juste un détail sur le plan minage-déminage. Les bidons qu'on voit, ce sont des bidons en plastique, qui sont souvent des bidons utilisés dans les champs pour l'engrais. Oui. Alors ils sont récupérés par les djihadistes, parce que, étant en plastique, ils ne sont pas détectables par les systèmes de détection quand ils sont enterrés. Là ils sont visibles dans la maison, mais vous allez en avoir d'autres qui vont être enterrés à différents endroits. C'était un des problèmes déjà que les Français et la coalition ont rencontré en Afghanistan. Vous aviez ce type de bidons qui ont fait des morts parce qu'ils sont difficilement détectables. Et là aussi, dans les savoir-faire, malheureusement, de la structure du génie, au sens génie militaire, les sapeurs de Daesh, vous avez des gens extrêmement astucieux dans la capacité d'avoir des systèmes de mines, d'explosifs, qui vont être déclenchés avec une chasse d'eau, une porte qui s'ouvre, etc. Et donc, c'est vraiment cette capacité de Daesh de créer la terreur par différents moyens. Ce que je disais tout à l'heure, par les kamikazes, terreur par, même quand ils ne sont pas là, leur ombre plane à travers les menaces de mort. Et là, donc, il y a un talent du diable tout à fait efficace, malheureusement. Myriam Benrahad. Oui, alors, moi, je voudrais dire une chose par rapport à Kobané et aussi au terrain irakien.
sur le plan politique, parce qu'il est vrai qu'on parle beaucoup des opérations militaires, mais je vais revenir là-dessus. Mais sur le plan politique, on n'a pas d'interlocuteur en fait aujourd'hui. Ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'il n'y a plus de légitimité. Et ça, c'est une vraie question à poser quand on organise des réunions qui convient les représentants irakiens ou lorsqu'on évoque une possible coopération avec des éléments du régime syrien. Où est la légitimité? Elle n'est pas du tout aujourd'hui ni à Damas ni à Bagdad. Alors pourquoi? Et d'ailleurs pas non plus au niveau local. Là, je vais vous dire ce que disent les gens qui fuient Ramadi. Donc les populations qui aujourd'hui se concentrent autour de Bagdad. Ils vous disent quoi quand vous leur demandez ce qu'ils en pensent? Ils vous disent on ne croit plus dans le gouvernement, on ne croit plus dans les autorités. Les gouverneurs ont fui, nous ont laissé tomber. Quand Daesh a lancé l'offensive sur Mossoul, ils ont fui au Kurdistan, ils ont fui en Turquie. En gros, ils se la coulent douce et ils nous ont laissé tomber. Donc il n'y a plus aucun représentant aujourd'hui légitime dans ces pays. Et d'ailleurs, l'État islamique, il faut quand même le dire, de réconfort. Et il faut le dire, l'État islamique a bâti, au-delà des capacités militaires du groupe qui sont liées évidemment au rôle que les anciens bassistes et les anciens hauts gradés de l'armée irakienne démobilisés ont joué dans la composition de ce groupe. Au-delà de ça, ils ont bâti leur popularité aussi sur la notion de libérer les populations de gouvernements répressifs, de venir réinstaurer des services élémentaires, rétablir l'électricité, rétablir l'eau, apporter tout ce que les gouvernements en place n'ont pas su faire. Et ça, c'est important parce que ça me renvoie à Kobané. Qui a combattu à Kobané? Eh bien, c'est des civils, c'est les unités de protection du peuple, c'est des hommes qui se sont mobilisés pour combattre. Et qui, aujourd'hui, sont en réalité, ce n'est pas les acteurs qu'on voit, mais c'est les interlocuteurs à partir desquels on peut reconstruire de la sécurité, reconstruire de l'institution et par là même reconstruire du politique. Et là, je serais très intéressée d'avoir votre avis. Je pense qu'en Syrie, c'est un peu comme en Irak, ça repartira du local. Avant de repartir finalement, alors on peut discuter de l'opportunité d'impliquer des éléments du régime et évidemment ça passera par une solution qui impliquera la Russie, l'Iran. On ne peut pas non plus faire sans ces pays quand on sait quel est leur rôle, surtout au moment où le Premier ministre irakien va à Moscou demander des renforts, donc ça c'est pas anodin non plus. Mais je pense qu'au niveau des populations, on ne pourra pas faire passer la pilule du politique, entre guillemets, si on ne reconstruit pas un peu de sécurité, d'institutions. Et ça passera par les acteurs locaux. J'aimerais juste finir une chose. En Irak, il n'y a aucune surprise sur le fait que le terrain sunnite tombe dans les mains de Daesh. Pourquoi? Ça fait des mois qu'on entend qu'on va armer les tribus, les acteurs, les hommes qui sont prêts à prendre les armes et qui se sont manifestés, qui étaient là. Rien n'a été fait. Le gouvernement de Bagdad n'a pas livré les armes. Les tribus vont acheter leurs armes au marché noir. Les officiers sunnites qui ont été rappelés à leur poste ne veulent pas entendre parler d'une quelconque réconciliation parce qu'ils n'y croient plus. Donc c'est bien ce que je vous dis. On a un problème de légitimité. Oui. Et en fait, il n'y a plus de politique. Quand on parle de processus politique, il faut reconstruire tout de A à Z. Parce que dire qu'il y a un processus politique même en Irak, c'est faux. Avant que vous réagissiez à ce que vous suggérez, Mariam Benrad, juste une question. C'est à la lumière de ce qu'on vient d'entendre, on a l'impression qu'aujourd'hui, Bachar el-Assad ne défend plus son pays, mais défend son précaré, sa forteresse et sa capitale. On en est là, en ce qui le concerne? Certainement, il n'y a pas que Bachar el-Assad. Il y a aussi la communauté alawite. Il y a les autres communautés qui vont mener des combats jusqu'à la fin. Ça, il ne faut pas croire que toutes ces communautés qui forment quand même 35% de la population syrienne vont tout lâcher et ils vont abandonner leur place. C'est impossible. J'aimerais bien réagir parce qu'on parle de légitimité, tout ça, mais comment c'est-à-dire que ce n'est pas légitime? Si on va travailler, c'est-à-dire vous êtes d'accord pour la chute du régime complètement, c'est-à-dire ne pas préserver l'État, c'est ça ce que vous êtes en train de suggérer? Ce qui reste d'État, oui, mais si vous voulez, si vous prenez le cas d'Idlib, par exemple. Oui, mais c'est quoi la solution pour vous? Alors j'aimerais juste savoir, parce que c'est très bien sûr, c'est un tyran, Bachar el-Assad, et il ne mérite pas de rester, et c'est très bien aussi, moi je suis tout à fait d'accord que ce régime, on doit quand même le faire chuter, mais où est l'alternative? Donnez-moi l'alternative. D'ailleurs, les Russes et les Iraniens, c'est ça ce qu'ils demandent. Les Russes, ils l'ont dit tout le temps. De toute façon, j'ai rencontré beaucoup de politiques russes, même que politiques, et toujours ils me disaient, mais c'est quoi l'alternative? Mais donnez-moi l'alternative. Alors, si vous parlez de la coalition incapable la coalition nationale syrienne, qui sont incapables, qui peuvent rien faire, qui ne peuvent... Alors, qu'est-ce que vous pensez d'Idlib, par exemple? J'aimerais bien être réaliste. À vrai dire, c'est pour ça. J'invite l'opposition, des opposants réalistes et pragmatiques, des raisonnables, pour discuter d'une feuille de route à
Astana. Je ne veux pas des personnes qui vont dire « Ah non, nous voulons la chute de régime, c'est impossible, nous ne pourrons pas faire, ça sera le chaos. Donnez-moi l'alternative. » S'il n'y a pas d'alternative, alors c'est à nous, de toute façon, de le faire et de trouver notre alternative. De toute façon, le gouvernement sera partagé entre les deux. Sinon, ni les Russes, ni les Iraniens accepteront cela. Qu'est-ce que vous pensez juste d'une chose, je vous le demande, ce qui est en train d'être mis en place à Idlib autour de cette coalition. Expliquez de quoi il s'agit. Alors, Idlib, c'est une province du nord-ouest de la Syrie qui est tombée dans les mains des rebelles, d'un certain nombre de brigades. Front al-Nusra, Al-Qaïda. Pas seulement, non, c'est vrai, vous avez raison. Il ne faut pas oublier. Non, c'est vrai, mais qui a proposé. Attendez, non, je n'oublie rien du tout. Je sais qu'il s'agit de djihadistes. Oui. Simplement, qui sont prêts à remettre le pouvoir à des autorités civiles qui sont prêts, ça on n'a pas poser les bases. Excusez-moi, mais je vous interromps parce qu'on ne peut plus suivre, vu les notions très précises que vous utilisez, ce qui nous préoccupe ce soir. Je prends une question de téléspectateur à laquelle je vais vous demander d'essayer de répondre. Tous les jours, nous entendons que les combattants de Daesh se trouvent à X kilomètres de tel endroit. Pourquoi ne sont-ils pas bombardés sur leur parcours? Alors c'est une question parfaitement logique. C'est sans doute beaucoup plus compliqué quand on est sur le terrain et je veux bien une réponse, Pierre Savon. Oui, la question est tout à fait pertinente. Le Daesh a limité les mouvements massifs de ces véhicules blindés, de ces transports de troupes, parce qu'effectivement, les frappes de la coalition donc en Irak et puis les Américains en Syrie ont fait que Daesh ont limité ce qu'on appelle les offensives de grand style. Notamment en Irak, c'est ce qui leur a permis de faire la conquête de Mossoul et d'autres villes, c'est-à-dire le fait de partir en terrain libre avec des pièces d'artillerie, des blindés, des transports d'infanterie, etc. Ça, ils ont arrêté ça parce qu'ils ont pris énormément de destruction, ils ont reçu énormément de bombes sur ce type de matériel. Donc ils ont changé de tactique, ils évoluent avec des petites entités, des petites unités qui vont être regroupées à un moment pour monter un assaut, notamment avec des véhicules civils qui vont transporter les kamikazes. Donc, si vous voulez, ils sont beaucoup plus fluides. Ils font un peu la boule de mercure. Quand on cassait un thermomètre enfant, vous avez la boule de mercure qui part et qui est difficile. Et vous ne pouvez pas l'attraper, la boule de mercure. C'est un peu ce. Président Mao qui disait marcher ensemble, frapper séparément. Oui, voilà. Et donc, ce qui fait que la coalition n'est pas omniprésente. Vous n'avez pas des avions partout qui, dès qu'ils voient quelque chose qui bouge, vont frapper. Donc, il n'y a pas une brigade ou même un escadron qui avance aussi. Non, voilà, ils sont. Je l'entends bien, mais il y a aussi des notions, parce que je pense que c'est aussi le sous-entendu de la question, j'allais dire d'argent, parce que moi j'entendais un responsable militaire qui disait récemment, mais attendez, on ne va pas balancer un missile vu ce que ça coûte, sur tout pick-up avec 8 gars de Daesh dedans. Or, c'est bien la somme, si je vous suis, de ces pick-up avec 8 gars de Daesh dedans qui font qu'à l'arrivée, on détruit ou non en partie cette armée. C'est vrai, il y a une question de moyens engagés et de coûts entre des missiles qui valent $100 000, $150 000, $250 000, et effectivement un pick-up avec 4 clampins à l'intérieur, c'est pas jouable. D'où le problème qu'on a déjà évoqué souvent des troupes au sol. Et là, on bute sur un problème américain. Je n'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre. Il y a un problème chez nos amis américains. Je ne les désigne pas parce que c'est toujours très compliqué, c'est très facile quand on est en position de donneur de leçons. Mais visiblement, vous l'avez dit, il y a des tensions entre l'équipe Obama et les militaires américains qui sont pragmatiques et qui ne cessent de dire depuis des mois, ça ne suffira pas de frapper du ciel. Ça, c'est parce que c'est l'approche en fait qui est faite d'Obama qui veut en fait favoriser un Irak national unifié. C'est complètement ironique quand on sait quand même que la présidence précédente a été plutôt dans le sens d'un morcellement de l'Irak. Et c'est tout le sens, je terminerai juste sur ce point pour répondre à ce que vous venez de dire, c'est tout le sens de la proposition qui a été faite au Congrès américain d'armer directement les tribus. Pourquoi? Parce qu'on a en fait un gouvernement irakien qui n'a pas répondu à ses engagements, qui était de livrer des armes à ceux des acteurs qui peuvent faire la différence. Et là, je suis d'accord avec vous sur le fait qu'on a un problème, parce qu'en réalité, les oppositions, c'est des islamistes, des djihadistes, donc c'est pas forcément ce qui nous plaît, mais je pense qu'il faudra aussi traiter avec ces acteurs-là, parce qu'en réalité, c'est le plus gros des acteurs sur le terrain. Et je vous demande votre avis sur Idlib, donc cette province du Nord-Ouest, parce que qui vous intéresse beaucoup, mais qui, moi, ne me permet pas de faire avancer mon émission. Pardonnez-moi. Un mot de Pascal Boniface et on doit repartir absolument à Kobané. On voit la guerre asymétrique
la détermination d'un côté et le chaos de l'autre, et puis des instruments militaires trop chers qu'on ne veut pas utiliser. Donc en fait, avec peu de moyens et peu d'hommes, mais déterminés, ils gagnent. Par contre, pour Bagdad... Donc ces enjeux financiers, même pour nous et même pour la coalition, ils comptent au jour le jour. Pour Bagdad, il faudra qu'il se concentre. C'est pour ça qu'il sera plus difficile de prendre Bagdad. Par ailleurs, pour répondre à la question sur Obama, effectivement, oui. Obama, lui, a été élu pour sortir les soldats du Proche-Orient. Il n'a pas envie d'en mettre d'autres. Et je ne pense pas que les militaires du Pentagone soient très désireux de retourner dans un endroit où ils ont subi de nombreuses pertes. Alors il faut rappeler ce soir aussi que depuis le début du conflit, 2 millions de Syriens ont fui leur pays. Ils n'ont pas du tout, loin de là, l'intention pour la plupart d'entre eux de devenir des immigrés clandestins en Europe. Récemment, 1000 réfugiés d'ailleurs sont rentrés chez eux. Ils ont retrouvé une ville en grande partie détruite, celle que vous avez vue il y a quelques instants, en décomposition. Il n'empêche, ceux que nos reporters ont rencontrés affirment que ce retour à la maison est pour eux absolument essentiel, même si la maison est un véritable champ de ruines. François-Xavier Rigaud et Stéphane Lopez. Baissez-vous, baissez-vous. Comme tous les jours, depuis plus de 3 ans, des centaines de réfugiés syriens tentent de fuir leur pays en franchissant illégalement la frontière turque. Depuis le début de la guerre, 2 millions de Syriens ont trouvé refuge dans ce pays. Préparez vos cartes d'identité. Non, on va tout contrôler à l'intérieur. On les envoie au bureau pour s'enregistrer. Ce camp de réfugiés, situé à quelques kilomètres à peine de la frontière syrienne, est le plus grand de Turquie. 1000 hectares, 7000 tentes, une capacité de 35 000 personnes. Tous ici ont fui la barbarie des terroristes de Daesh. Quand Daesh est arrivé dans notre village, on a fui pour protéger notre vertu. On ne voulait pas se faire violer par les terroristes. Quand Daesh est arrivé dans notre ville, ils nous ont attaqués, nous les Kurdes. Ils coupaient la tête des gens. Quand la guerre sera finie, on retournera sur notre terre. Au poste frontière de Kobané, ouvert 3 jours par semaine par l'armée turque, certains Syriens font le chemin inverse. Tonton, tiens, attrape ça. 9 mois après avoir fui la guerre, Mahmoud et sa famille reviennent pour la première fois sur leur terre, aujourd'hui libérés de Daesh. Ça fait si longtemps qu'on attend ce moment. C'est un grand jour pour notre famille. Vous êtes content? Oui, je suis vraiment heureux. Même si tout est détruit, c'est notre terre ici. 3 mois après sa libération, la vie à Kobané reprend tout doucement. Dans les rares quartiers épargnés par les bombes, les premiers commerces viennent tout juste de rouvrir. Avant la guerre, la ville de Kobané comptait 100 000 habitants. Ils sont moins de 1000 aujourd'hui. On ramasse du bois pour faire du feu, pour faire à manger et laver nos vêtements. Ce vieil homme, accompagné de sa femme, vient tout juste d'arriver dans leur maison, la seule presque épargnée de tout leur quartier. Tu es content des conditions de vie ici? Tu préfères être dans le confort des camps de réfugiés en Turquie ou ici chez toi dans ta maison? Ici. Voilà. En arrivant, je ne savais pas que la ville était dans un tel état. Au poste frontière, on m'a dit, lorsque tu vas arriver chez toi, sois forte. Ça ne va pas être facile. J'ai dit pourquoi. J'ai regardé autour de moi, je ne savais pas où j'étais. Je ne retrouvais pas ma maison. Je préfère vivre dans cette boucle dans un château dans un autre pays. Même si tu dis viens dans le confort de l'Europe, je préfère être ici. Parce qu'ici c'est chez moi, c'est ma terre. Pourtant, les conditions sanitaires dans ces quartiers dévastés par les bombes sont toujours incompatibles avec le retour des réfugiés. Regarde, ramasse déjà ce corps là-bas, mets-le dans le camion et après, on fera ce périmètre. Au milieu des gravats, les agents municipaux s'activent pour ramasser les cadavres abandonnés des terroristes de Daesh. Tire jusqu'au fond du camion. Voilà, vide le brancard maintenant.
On a déjà trouvé plus de 900 cadavres sous les décombres dans les rues de Kobané. Mais il doit y en avoir au moins encore 3000 cachés sous les gravats. On doit tous les ramasser avant que la population ne revienne dans cette ville. Les habitants de Kobané s'interrogent sur le futur de leur ville détruite à 70%. Pour certains, il faut tout raser et tout reconstruire. Pour d'autres, au contraire, il faut la laisser dans cet état pour que le monde n'oublie jamais les ravages de cette guerre contre Daesh. On a une question d'ordre géopolitique et après je reviens quand même à la situation de Kobané. Assad n'a-t-il pas sciemment sacrifié Palmyre pour, entre guillemets, stimuler le soutien de l'Occident? Qu'en pensez-vous? Peut-être, c'est... Est-ce qu'on peut l'envisager? Non, voilà. C'est probable, à vrai dire, c'est probable. Je vois mal le régime et Assad sacrifier complètement Palmyre, parce que quand même, comme on a dit, c'est une porte qui ouvre vers Damas, vers Homs. Pour lui, c'est très stratégique. C'est pour ça qu'il faut attendre un tout petit peu, il faut être prudent et attendre les jours suivants. À vrai dire, il y a eu des combats, ça fait 8 jours qu'il y a eu des combats entre Daesh et le régime. Ils ont été repoussés la première fois, mais l'offensive, ils ont eu une autre offensive. Alors, oui, il faut attendre. Je crois qu'ils mènent une stratégie pour cela, mais il faut attendre. C'est pour ça que je ne peux pas répondre complètement par oui ou non. À la fois, il est vrai que Daesh et Bachar el-Assad ont partie liée, que Bachar a libéré de nombreux prisonniers djihadistes afin de renforcer pour dire c'est moi ou le chaos. Et voyez, si je perds la partie, c'est Daesh. Donc il y a une sorte de jeu commun entre l'un et l'autre. Mais par contre, autant quand il y a des décapitations, ça le sert parce que ça horrifie les gens. Mais là, il a perdu une bataille stratégique majeure et il n'a pas intérêt à paraître trop faible. Parce que s'il apparaît trop faible, dans le système alaouite, dans le système de Damas, les gens vont commencer à se dire il est peut-être temps de changer. Il est peut-être temps. Et qu'est-ce qu'attendent la diplomatie française et les autres? C'est de trouver justement des éléments du régime qui fassent défection. Pour l'instant, ceux qui ont essayé de le faire n'ont pas survécu très longtemps à cette tentative. Mais l'objectif auquel chacun s'emploie, c'est qu'il y ait des défections pour montrer qu'il y a une alternative avec une opposition plus modérée. Et donc perdre une ville aussi symbolique, bien sûr, on peut dire qu'il attire l'attention, mais en même temps, il apparaît en position de faiblesse. Donc il a intérêt à grossir la menace Daesh, mais pas à montrer que lui est en train de perdre la partie. Parce que dès qu'on commencera à penser qu'il perd la partie, ses soutiens le lâcheront. Quand on voit l'état dans lequel on retrouve Kobané, il faut expliquer, voilà à quoi aboutit la capacité de Daesh à pénétrer dans des villes, à les diriger pendant... C'est leur stratégie, de tout détruire. Le champ de ruines. Oui, c'est le champ de ruines. Mais enfin, d'ailleurs, on parle beaucoup de la Syrie, mais revenons tout de même aussi en Irak. C'est la même stratégie, ne rien laisser. Ils sont dans une logique apocalyptique, de lutte à mort. Moi, je pense que la déroute de l'armée irakienne, c'était aussi une manière justement de faire venir les milices chiites pour en découdre, parce qu'il faut quand même rappeler qu'au-delà de l'opposition à l'Occident, c'est d'abord une opposition confessionnelle à l'Iran et aux chiites, et il y a cette volonté de faire venir sur les terrains pour en découdre, et dans une logique de destruction totale. Et juste une dernière chose, parce que j'ai trouvé que les 2 reportages étaient bien et surtout assez emblématiques d'une chose, c'est que c'est les civils qui sont livrés à eux-mêmes, et encore une fois, ni l'armée syrienne n'est là, ni l'armée irakienne, ni on parle du régime syrien, où sont les éléments du régime syrien qui viennent aider ces populations qui sont livrées à elles-mêmes, avec aussi tout le problème de l'aide humanitaire qui en réalité ne parvient pas toujours comme elle le devrait. J'ai une question qui nous est posée, et pour tout vous dire, moi je l'entends assez souvent quand des personnes me parlent de la situation. Attendons-nous que Daesh soit à Istanbul pour commencer à envisager sérieusement une coalition efficace? Alors, c'est toujours facile à dire. Il est énorme. Je veux dire, l'émotion suscite des réactions, et heureusement. Après, on peut donner une colonne vertébrale, je dirais, à l'émotion pour savoir ce qui doit être fait. Mais quand même, on a en ce moment très souvent, on a l'impression qu'on est taxé de lâcheté, de manque de fermeté. Et voilà, si toutes les villes de la région doivent finir comme Kobané, il y a un moment où il n'y aura plus de questions à se poser. Ce sera trop tard. Alors, qu'est-ce qu'on peut envisager? Je vous repose la question. On tourne autour depuis le début de l'émission. Pour au minimum renverser le front militaire et stratégique, c'est-à-dire le rapport de force.
Je pense Quand est-ce qu'on les arrête? La seule possibilité à court terme, c'est un engagement important des forces spéciales américaines. Les Américains n'ont aucune envie de renvoyer des dizaines de milliers de soldats dans ces configurations-là. Les forces spéciales, les commandos, avec le type d'armement qu'ils ont, le fait qu'ils agissent très souvent de nuit, avec un effet démultiplicateur, c'est-à-dire un petit groupe d'hommes a une capacité de destruction chez l'adversaire. Ils ont une furtivité, une plasticité qui est assez adaptée à ce type de situation chaotique. Donc si on veut essayer de donner des coups d'arrêt assez significatifs, seul un engagement massif important des forces spéciales américaines, qui représente à peu près 60 000 soldats américains de différentes unités terre-mer dans les forces spéciales américaines. À mon avis, en dehors de ça, ça sera difficile de donner un coup d'arrêt. Est-ce qu'il est possible de faire plus? Regardez les pays européens qui n'arrivent pas à véritablement accompagner la France dans le travail assez remarquable que la France fait dans la bande sahélo-saharienne, où ils ont une situation qui n'est pas de même nature que celle que l'on a ici, mais vous retrouvez chez AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, et les alliés Touaregs, le même type de mode de fonctionnement, c'est-à-dire des combattants qui vont jusqu'à la mort, qui sont très furtifs, très mobiles. Alors, ils ne prennent pas d'assaut des villes, parce que la France est présente et a pu fédérer 5 pays, ce qu'on appelle le G5 Sahel. Et donc, là, le problème, c'est qu'il faudrait cette présence de forces spéciales américaines massive et importante. Et jusqu'à présent, on ne les voit pas. Sur Kobané, qui était pourtant une ville qui était devenue symbolique, les Américains sont arrivés tardivement. Vous avez même eu des déclarations américaines sur Kobané en disant que ce n'est pas une ville stratégique, on ne va pas s'en occuper. Donc là, si vous voulez un vraiment strictement militaire, à court terme, il faut en passer par là. On va passer aux questions SMS. Pourquoi l'Iran n'est pas admis à cette réunion? Les Occidentaux ont-ils peur de l'extension de son influence politique dans cette région? Pascal Boniface. Les Occidentaux, non, mais les pays arabes du Golfe, qui font partie de la coalition, oui. Et si François Hollande a été invité au sommet du Conseil de coopération du Golfe, c'est aussi parce que la France avait pris une attitude assez ferme dans la négociation nucléaire. Donc il y a pour l'instant, c'est pas tellement les Européens ou les Américains qui refusent que l'Iran soit là, c'est l'ensemble des pays arabes, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Qatar, etc., qui ne veulent pas voir l'Iran et qui estiment que l'Iran met plus de l'huile sur le feu, qui ne fait partie de la solution. Quand on parle de la coalition internationale, entre guillemets, nous dit le téléspectateur ou la téléspectatrice, il est toujours question de ce que font les Américains. Et les autres, que font-ils? C'est une question que vous vous posez? C'est pas une coalition de toute façon homogène, on le voit, on l'a rapidement vu en réalité que les intérêts divergeaient, justement sur la question de Kobané, quand l'armée turque finalement a observé les combats de loin sans intervenir, avec toute l'ambiguïté aussi qui est celle de la position turque. Les bombardements qui ont été effectués de manière unilatérale finalement par la Jordanie sur Raqqa, après l'immolation du jeune pilote dans cette cage. Enfin, il y a des actions qui ont été faites, mais surtout qui ne convergent pas vers une stratégie pour un après. Personne n'a. On a peur de l'Iran? Est-ce qu'on a peur de l'Iran? Alors oui, évidemment, puisque l'Iran c'est le grand gagnant de la guerre. Après, que ça plaise ou non, c'est la réalité. Aujourd'hui, les Iraniens sont présents sur le terrain en Irak, soutiennent les milices chiites qui sont celles qui font la différence face à Daesh. Ce sont les seuls qui font la différence. En Syrie, Assad doit sa survie à la présence des Iraniens. Les Iraniens sont à la manœuvre, le Hezbollah libanais. Donc il y a un arc chiite véritablement qui est en place. Les Iraniens continuent d'étendre leur influence, mais c'est vrai que, vous le disiez, bien sûr que c'est problématique parce que c'est au détriment d'une solution avec les sunnites qui, en plus, si vous voulez, c'est pire que ça aujourd'hui parce que la solution, ils n'en veulent même plus, certains de ces sunnites, à commencer par Daesh, mais aussi d'autres acteurs qui considèrent que de toute façon des négociations avec Bagdad ou avec Damas ne donneront rien de satisfaisant. Daesh aux portes de Damas, que va faire Israël devant cet ennemi qui veut détruire les Juifs? Rien, parce que Damas, c'est pas une ville israélienne, et donc ça ne les concerne pas pour l'instant. Et puis ils savent très bien que leur intervention n'est pas possible pour de multiples raisons. Donc Israël regarde. L'État d'Israël ne peut pas y penser quand il voit tout simplement qu'il se rapproche. Je sais pas ce qu'on oui, mais c'est une physique intervention, disons, une intervention terrestre israélienne en Syrie serait dangereuse, serait contre-productive et ils perdraient des gens. Donc effectivement, ils n'ont pas envie de voir Daesh à leur porte, mais ils savent que ce n'est pas eux en intervenant. Ils viendront déjà que la présence des chiites vient
stimuler complètement Daesh, la présence israélienne serait une sorte d'argument de propagande supplémentaire pour Daesh. À vrai dire, il n'y a pas qu'une seule vision chez les Israéliens. Par exemple, certains ont aidé et aident des djihadistes de Al-Qaïda qui sont emparés de Idlib. Alors, et certains d'autres qui préfèrent le pouvoir de Assad, de maintenir le pouvoir de Assad. Alors, il y a des dissensions quand même, c'est-à-dire il n'y a pas vraiment une seule vision. Il y a des dissensions. Jusqu'à maintenant, ils ne sont pas très impliqués dans ce dossier-là, mais certainement, si Damas tombera entre les mains de Daesh ou autre, là, ce sera autre chose pour eux et peut-être ils pourront réagir. Que devient Al-Qaïda dans l'histoire, nous demande un téléspectateur, Pierre Servant. Alors, Al-Qaïda est franchisé dans différentes parties de ce monde. Pour la Syrie, c'est Jabhat al-Nusra qui avait fait alliance à Al-Qaïda et qui fait son petit commerce, qui fait sa petite plotte en occupant certaines parties dans la région d'Alep, ailleurs. Parfois en faisant alliance, vous avez des alliances de circonstances assez étonnantes aujourd'hui avec cette force-là, avec d'autres forces combattantes qui ne sont pas djihadistes, mais qui considèrent que finalement, compte tenu de l'horreur de Daesh, il est possible de mener quelques combats avec Jabhat al-Nusra qui sont moins horribles que Daesh. Donc vous avez des alliances assez compliquées. Vous avez eu des affrontements aussi, à certains moments, entre Daesh, entre des troupes se revendiquant de Daesh, souvent des anciens d'Al-Qaïda qui se sont radicalisés contre leurs anciens copains pour des prises de position de terrain. Et derrière ces prises de position de terrain, ce n'est pas simplement le combat militaire, c'est l'argent. C'est arriver à contrôler certaines parties. L'accès au financement. L'accès au financement, des zones, se mettre sur les trafics d'œuvres d'art parce qu'elles sont détruites, mais il y en a beaucoup qui sont vendues. Vous savez, en Syrie... On peut imaginer qu'ils se détruisent entre eux ou pas du tout? Ça serait pas mal, mais j'ai peur que... J'ai bien compris. Il y aura des luttes... Enfin, juste deux choses très rapides. Il faut arrêter de rêver. Il n'y a pas de laïcs sur le terrain aujourd'hui. C'est quasiment que des djihadistes, après de différentes tendances, mais ce sont des djihadistes de toute façon. Et puis le djihad d'ailleurs est tout à fait licite à leurs yeux, que ce soit la tendance Daesh ou la tendance Al-Nusra ou les rebelles qui sont tout de même des djihadistes. Deuxième chose que je voulais dire donc par rapport à ce que vous venez de dire par rapport aux luttes fratricides, il y en aura, mais compter là-dessus. Oui, non, je crois que émerge une solution, c'est très peu probable. Les drones sont-ils efficaces contre Daesh? Alors, les drones ont deux utilités, mais enfin, comment dire, je veux dire l'utilité, mais ça ne suffit pas. Vous n'avez pas un type d'armement qui règle le problème. Les drones permettent d'avoir des systèmes de surveillance. Vous avez différents types de drones. Vous en avez qui permettent d'avoir une surveillance long terme sur des zones, pour savoir ce qui se passe, avec une très bonne résolution au sol. Et les Américains ont des drones armés, des Predators, qui ont l'avantage, quand il y a une identification de cible, notamment un pick-up, des véhicules plus petits, d'avoir une frappe instantanée sur ces véhicules. Parce qu'encore une fois, le problème pour les combattants occidentaux, pour faire simple, ou la coalition, c'est raccourcir la boucle renseignement-action. Le fait d'identifier, de repérer, de faire attention que ce n'est pas un véhicule de civil avec une femme et des enfants dedans, etc., parce que c'est contre-productif. Donc identifier le groupe de combat, avoir le renseignement, l'exploiter et monter une opération très rapide pour les frapper. Pourquoi? Parce que ces combattants ne restent plus au même endroit et que toutes les implantations lourdes de Daesh, une bonne partie ont été détruites par les frappes de la coalition. Parmi les populations locales, combien participent et collaborent avec Daesh? Est-ce qu'on peut essayer de répondre à ça? Une grande partie, en réalité, encore. Parce qu'il n'y a pas d'alternative. Et comme je vous l'ai dit, en fait, Daesh a initialement bâti sa popularité sur la notion de libération. Il venait libérer les Irakiens de cette armée irakienne qui était devenue, il l'appelait l'armée des checkpoints, qui empêchait les civils de se déplacer, qui les rackettait. Donc en fait, c'était des armées de voyous, et ça l'est, toujours, plus ou moins. Et les choses ont un peu changé évidemment parce que les promesses n'ont pas été tenues, mais en réalité le problème c'est qu'il y a d'une part le fait qu'elles sont otages de ce groupe parce qu'elles n'ont pas d'armes, elles n'ont pas d'alternative militaire encore sur le terrain, et d'autre part il n'y a pas d'alternative politique non plus, donc finalement beaucoup continuent de rouler pour Daesh à défaut d'autre chose. Et dans les villes sunnites, Daesh gère, autant ils détruisent en dehors, mais sinon ils ont ramené un minimum de services publics, et c'est un peu, on peut faire une comparaison avec les talibans. Ils ont ramené même des services publics, dites-vous? Distribution d'électricité, d'eau, et donc on peut faire une comparaison avec les talibans en 96 qui ont été bien reçus par une partie de la population en Afghanistan. Un dernier mot. Oui, juste pour dire, selon l'Observatoire syrien de droits de l'homme, selon Rami Abdelrahman, il dit qu'en Syrie même, il y a plus de 60% des combattants étrangers
étrangers dans Daesh, bien sûr, y compris Al-Nusra et autres. Certainement, il ne faut pas oublier que la Turquie, qui facilite le passage aux djihadistes pour mener leur combat en Syrie, ça je trouve aussi que les Occidentaux, les pays occidentaux doivent réagir aussi. La Turquie doit nous dire est-ce qu'elle est un vrai allié ou pas. Ça, c'est une question à poser. Merci infiniment.